Le matin des funérailles de ma mère, mon mari se tenait dans son smoking et a dit « Ne va pas aux funérailles. C'est le mariage de ma sœur. » Je l'ai dévisagé. « Tu t'attends à ce que je manque les funérailles de ma propre mère ?» Il a haussé les épaules. Alors dis au revoir rapidement. Je ne suis pas allé au mariage. 3 heures plus tard, 36 appels manqués. Le matin des funérailles de ma mère, mon mari se tenait dans notre chambre, vêtu d'un smoking, et m'a dit de ne pas y aller. C'est le mariage de Vanessa, a-t-il dit comme si cela réglait tout. J'avais une boucle d'oreille et l'autre encore entre mes doigts. C'étaient de petits clous en perles que ma mère m'avait donnés il y a des années, à l'époque où elle se rendait encore à l'église en voiture et se plaignait que personne ne fabriquait plus de collants décents. J'ai regardé Tom à travers le miroir. « Tu t'attends à ce que je manque les funérailles de ma propre mère ?» Il a ajusté un bouton de manchette, alors dit au revoir rapidement. C'était tout. Aucune excuse, aucun adoucissement, juste ça. Il était 7h12 un samedi matin à Blue Ash, Ohio. Et pendant quelques secondes, j'ai honnêtement cru que j'avais peut-être mal compris l'homme avec qui j'étais marié depuis 32 ans. Ma mère, Ruth, était décédée 4 jours plus tôt. Elle avait 86 ans. Son cœur défaillait depuis près d'1 an et, à la fin, même marcher de son fauteuil inclinable à la cuisine la laissait essouffler. Le mariage de Vanessa était prévu depuis près de 11 mois. Je ne lui ai jamais demandé de l'annuler. Je n'étais pas déraisonnable. Les funérailles avaient lieu à 10 heures du matin dans la petite église méthodiste que ma mère fréquentait depuis que j'étais au lycée. La cérémonie de mariage n'avait pas lieu avant midi en centre-ville. Mon plan avait toujours été simple. Tom viendrait aux funérailles avec moi. Nous quitterions le cimetière vers 11h30. Il irait directement à l'hôtel après. Je rentrerais à la maison, me changerais, me maquillerais si j'en avais l'énergie, et rejoindrais tout le monde à la réception. Cela semblait être quelque chose que des adultes pouvaient gérer. Apparemment non. La veille au soir, la mère de Tom avait appelé. Barbara avait 82 ans et était encore parfaitement capable de transformer n'importe quel événement familial ordinaire en une chaîne de commandement. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone de Tom de l'autre côté de la cuisine. Vanessa a besoin de son frère pour les photos. Tom m'a regardé pendant qu'elle parlait. Je me souviens avoir attendu qu'il dise « Diane a besoin de son mari aux funérailles ». Il ne l'a pas fait. Ce matin-là, alors que je me tenais là en pantalon noir et chemisier gris simple parce que mon genou avait trop enflé pour la robe que j'avais prévu de porter, Tom a dit « Les funérailles sont petites de toute façon ». Je l'ai regardé. Il a ajouté « Ta mère ne saurait pas si j'étais là. Elle savait qui venait la voir. » Tom a laissé échapper une longue respiration par le nez. Ce petit soupir a fait plus de mal que s'il avait crié. Durant la dernière année, il s'était plaint des rendez-vous de cardiologie, des courses à la pharmacie, des week-ends que je passais à l'appartement de maman à Norwood. Parfois, je le comprenais. Tom avait vu son propre père décliner après un accident vasculaire cérébral. 2 ans d'hôpitaux, de centres de réadaptation, de maisons de retraite, d'appels aux assurances. De temps en temps, il disait « Je ne vais pas passer ma retraite à aller d'hôpital en hôpital à nouveau ». Je pensais qu'il était fatigué. Je pensais qu'il avait peur. Je ne savais pas à quel point de ressentiment se cachait en dessous. Il a pris sa veste. « Tu viens plus tard ?» Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Je ne sais pas. Il a hoché la tête comme si je venais de confirmer une réservation pour le dîner. Puis il est parti. Je suis allé à l'église seul dans ma vieille Camry. Il y avait une 20aine ou une 30aine de personnes là, peut-être 30. Le voisin de maman, 2 femmes de son étude biblique. Une infirmière à la retraite nommée Carla qui l'avait aidé après sa dernière hospitalisation. Quelques cousins. Marlène Watkin, l'amie la plus proche de ma mère depuis plus de 40 ans, est arrivée vêtue de bleu marine et portant un plat à gratin car apparemment elle ne pouvait assister à aucun événement majeur de la vie sans apporter de la nourriture. Elle s'est assise à côté de moi et a regardé autour d'elle. Où est le prince charmant? J'ai gardé les yeux fixés sur le devant. Mariage. Marlène a jeté un coup d'œil vers le cercueil de ma mère. J'ai presque ri. En fait, j'ai ri une seule fois, doucement. C'était à la fois déplacé et bon. Au milieu du service, mon téléphone a vibré contre le banc en bois une fois, puis une autre, je l'ai ignoré.
Au cimetière de Spring Grove, le vent s'était levé et, au moment où le pasteur a terminé, j'avais les mains froides, même si c'était la fin du printemps. Les gens m'ont serré dans leurs bras. Ils m'ont dit à quel point ils aimaient maman. Ils m'ont dit d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit, ce que les gens disent parce qu'ils ont de bonnes intentions, et parce que personne ne sait vraiment quoi dire d'autre. Finalement, tout le monde est parti. Je suis resté. Mon genou me lançait. Je n'avais pas mangé depuis 5h30 ce matin-là. J'étais debout à côté d'une parcelle de terre fraîchement retournée quand mon téléphone a sonné à nouveau. Le numéro venait du centre-ville de Cincinnati. J'ai failli le laisser sonner. Puis j'ai répondu. Madame Mercé. Mercé. Oui. Ici le Riverton Grand. J'appelle concernant le solde restant pour la réception de mariage Alperne Mercé. Pendant une seconde, j'avais tout oublié. Des mois plus tôt, j'avais accepté de couvrir le solde final de la réception comme notre cadeau de mariage à Vanessa. Tom avait beaucoup insisté pour cela. Elle a traversé un divorce terrible, avait-il dit. Laisse-la avoir une belle journée. L'employé de l'hôtel a continué. Nous affichons une autorisation pour 18 740 $. J'ai juste besoin de confirmer avant de la traiter. J'ai regardé les fleurs de ma mère. Des roses blanches, des marguerites jaunes. Elle a toujours aimé le jaune. Madame Mercé? J'ai dégluti. Non. Il y a eu une pause. Je suis désolé. Je retire mon autorisation. La femme est restée professionnelle. Bien sûr. Alors Madame Mercé ou Monsieur Alperne devront fournir un autre moyen de paiement. Je comprends. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai menacé personne. Je n'ai pas appelé Vanessa. Je n'ai pas appelé Tom. J'ai juste mis fin à l'appel et je suis resté assise dans ma voiture pendant un moment avec les deux mains posées sur le volant. 3 heures plus tard, je me suis arrêté à un Panera près de Canwood parce que j'ai réalisé que je tremblais de ne pas avoir mangé. J'ai commandé une soupe que j'ai à peine touchée. Puis j'ai regardé mon téléphone. 36 appels manqués. Tom, Vanessa, Barbara, 2 cousins qui ne m'avaient pas appelé depuis des années. Les messages étaient pires. Appelle-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Vanessa est humiliée. Règle ça maintenant. Puis un de Tom. Tu dois régler ça maintenant. Je l'ai finalement rappelé. Je pouvais entendre de la musique derrière lui. Des voix, des verres qui tintent. Il n'a pas dit bonjour. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? J'ai retiré mon paiement. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. Vanessa perd la moitié des suppléments. Ils ont déjà coupé une partie du forfait bar. J'ai regardé ma soupe intacte. Étais-tu à mes côtés pendant que j'enterrais ma mère? Silence. Puis Tom a dit, ne fais pas ça aujourd'hui. J'ai failli rire à nouveau. Aujourd'hui. Intéressant à quel point ce mot comptait maintenant. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Ce soir-là, un autre message est arrivé. Pas de Tom, pas de Vanessa, de l'avocate de ma mère. Diane, quand vous serez prête, je dois vous parler de plusieurs documents financiers que votre mère a laissés concernant Tom. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Et pour la première fois de la journée, j'ai oublié le mariage. Tom est rentré un peu après 23 heures ce soir-là. J'étais encore réveillé. Pas parce que je l'attendais. J'avais mis un vieux t-shirt, enlevé le maquillage que j'avais à peine porté et pris 2 ibuprofènes pour mon genou. J'étais assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé qui avait refroidi. Il est entré, portant sa veste de smoking sur une épaule. La première chose qu'il a dite a été, « Tu l'as mise dans l'embarras. » Pas bonjour. Pas comment se sont passées les funérailles. Pas est-ce que ça va. Tu l'as mise dans l'embarras devant tout le monde. Je l'ai regardé. Je n'ai pas annulé son mariage. Tu as retiré 18 000 $ à la dernière minute. J'ai retiré l'argent que je payais. C'est la même chose. Cette phrase m'est restée. La même chose pour lui. Apparemment, mon rôle et mon portefeuille étaient devenus interchangeables. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. La cérémonie a-t-elle eu lieu? Oui.
S'est-elle mariée? Oui. Alors je n'ai pas gâché son mariage. Tom a laissé tomber sa veste sur le dossier d'une chaise. Tu sais ce que je veux dire. Je le savais. La réception ne s'était pas déroulée comme Vanessa le voulait. Greg avait couvert une partie du solde avec une carte. Certains des suppléments avaient été supprimés. Le forfait bar premium s'était arrêté plus tôt que prévu. Ce qui, selon Tom, était humiliant. Marlène m'a appelé le lendemain matin pour prendre de mes nouvelles. Quand je lui ai parlé du bar, elle a dit « Rien ne révèle la véritable loyauté familiale comme le fait d'obliger les gens à payer pour leur propre gin tonic. » J'ai ri plus fort que je ne l'aurais cru. C'était la première fois depuis les funérailles que ma poitrine se détendait un peu. Puis je me suis souvenu du message de l'avocate de ma mère. Le rire a disparu. Son cabinet était à Hyde Park, dans un de ces vieux immeubles en briques avec des couloirs étroits et des numéros en laiton sur les portes. Je l'avais déjà rencontré. Maman avait eu recours à la même avocate pendant des années, principalement pour son testament et ses papiers de procuration. Elle avait l'air fatiguée quand je me suis assise. Pas dramatique, juste prudente. Cela m'a rendue nerveuse. Elle a fait glisser un dossier sur le bureau. Votre mère m'a demandé de garder ceci avec ses documents de succession. Je l'ai ouvert. 4 billets à ordre, tous signés par Tom. J'ai regardé le premier pendant longtemps parce que mon cerveau refusait de comprendre. Qu'est-ce que c'est? Des prêts. Je l'ai regardé. De maman? Oui. À Tom? Oui. Mes doigts sont devenus froids. L'avocate a continué avec prudence. Il y en avait 4 sur environ 3 ans. Le montant total restant est de 68 400 $. J'ai de nouveau regardé le dossier comme si un autre chiffre pouvait apparaître. 68 400 $. Je me suis rassise. La pièce semblait soudainement trop chaude. Je savais que Tom avait emprunté de l'argent auparavant. Des choses normales, un prêt auto, une ligne de crédit sur valeur domiciliaire quand nous avons remplacé le toit. Mais de ma mère, non, du moins pas que je sache. Pourquoi ferait-elle ça? L'avocate a croisé les mains. Elle croyait qu'une partie de l'argent vous aidait. M'aider comment? On lui a dit que vous aviez des difficultés financières. Dépenses ménagères, frais médicaux, certaines obligations familiales. J'ai secoué la tête. Nous n'avions pas de problème. Je comprends. Non, je veux dire que nous faisions attention, mais nous n'étions pas en difficulté. Elle a hoché la tête. Votre mère semble avoir cru que Tom essayait de vous éviter de vous inquiéter. Cette phrase a eu plus d'impact que le chiffre. Elle m'a tendu une petite feuille de papier jaune. L'écriture de maman, un peu tremblante vers la fin. Tom dit que Diane a assez de soucis. J'espère que j'aide et que je n'empire pas les choses. J'ai arrêté de respirer pendant une seconde. Je pouvais entendre maman le dire. C'était exactement sa façon de penser. Elle détestait être un fardeau. Même après avoir arrêté de conduire, elle s'excusait chaque fois que je venais la chercher. Tu es sûr que ce n'est pas trop de dérangement? Tu es sûr que ça ne dérange pas Tom? Cette dernière phrase m'a rendu malade. J'ai posé la note. Lui a-t-il dit de ne pas me le dire? L'avocate a jeté un coup d'œil au dossier. Il y a des références où il dit qu'il vous expliquerait les choses et au moins 2 fois votre mère a écrit que Tom lui a demandé de ne pas vous inquiéter avec des problèmes d'argent. J'ai regardé par la fenêtre. Des voitures circulaient sur Erie Avenue. Des gens transportant du café. Un homme promenant un Golden Retriever. Tout à l'extérieur semblait complètement ordinaire. À l'intérieur de ce bureau, 32 ans de mon mariage venaient de se décaler de quelques centimètres. Pas effondré, pas encore. Juste assez décalé pour que je puisse sentir quelque chose en dessous. Il y a un prêt en particulier, a dit l'avocate. Je l'ai regardé à nouveau. C'était 24 000 $. Le chiffre me semblait familier, mais je ne pouvais pas le situer immédiatement. Elle m'a donné la date, septembre, 2 ans plus tôt. Ça a fait tilt. Je me souvenais exactement où j'étais quand Tom m'a parlé de 24 000 $. Maman venait de sortir de rééducation après une mauvaise chute. Elle avait besoin de soins à domicile supplémentaires pendant plusieurs semaines.
J'étais au comptoir de la cuisine en train de pleurer sur des factures. Tom est venu derrière moi et a posé ses mains sur mes épaules. « Arrête de t'inquiéter, » a-t-il dit. « J'ai déplacé 24 000 de l'épargne. Nous allons couvrir ça. » J'ai pleuré encore plus fort. Pas à cause de l'argent, mais parce que je me sentais soulagé. Parce que je pensais que mon mari prenait ses responsabilités. Je l'ai remercié. Je l'ai remercié plus d'une fois. Pendant des mois après, chaque fois que Tom se plaignait de ce que les soins de maman nous coûtaient, j'avalais mon irritation. Je pensais qu'il avait gagné le droit d'être frustré. L'avocate a observé mon visage. « Vous vous souvenez de quelque chose ?» J'ai hoché la tête lentement. Il m'a dit que cet argent venait de nous. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Je suis rentré à la maison avec le dossier sur le siège passager. Chaque feu rouge semblait trop long. Chaque souvenir semblait différent. Tom était dans la cuisine quand je suis entré, mangeant des restes de lasagne directement d'un récipient en verre. Il a levé les yeux. « Tu es parti un moment. » J'ai posé le dossier sur le comptoir. Il a vu la première page. Son visage a changé. Pas de la confusion, de la reconnaissance. Ça aussi, ça a fait mal. J'ai dit, pourquoi ma mère t'a-t-elle prêté 68 400 $? Tom a posé sa fourchette. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a bougé. Puis il a dit, tu dois comprendre le contexte. J'ai failli rire. Les gens ne semblent dire ça que lorsque la version simple semble terrible. Alors, explique. Il s'est frotté la bouche avec une main. Ta mère a offert d'aider. Avec quoi? Différentes choses. Quelles choses? Les dépenses de la maison. Vanessa avait des problèmes après son divorce. Ta mère le savait. Ma mère connaissait à peine Vanessa. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'en souciait pas. Je l'ai dévisagé. Pourquoi je ne savais pas? La mâchoire de Tom s'est crispée. Tu avais assez de choses à gérer. C'est ce que tu lui as dit. J'essayais de te soulager du stress en empruntant 68 000 $ à ma mère. Il a expiré brusquement. Elle avait de l'argent qui dormait. Quelque chose en moi est devenu très immobile. Elle avait 86 ans, Tom. Je sais quel âge elle avait. Apparemment pas. Il a détourné le regard. Puis il a dit, une grande partie de cet argent est retournée directement pour elle de toute façon. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a hésité juste une seconde. Mais je l'ai vu. Et puis le souvenir des 24 000 $ est revenu si clairement que je pouvais entendre sa voix d'il y a 2 ans. J'ai déplacé 24 000 de l'épargne. Nous allons couvrir ça. Je l'ai regardé. Tom. Il n'a pas répondu. C'est 24 000 que tu as dit provenir de notre épargne. Son visage a changé à nouveau. Pas beaucoup, mais assez. J'ai murmuré, c'était l'argent de ma mère, n'est-ce pas? Tom n'a pas répondu tout de suite. C'était une réponse suffisante. Il s'est tourné vers l'évier et a commencé à rincer la fourchette qu'il utilisait comme si nous discutions d'une facture arrivée plus élevée que prévu. Je suis resté là avec les billets à ordre de ma mère étalés sur le comptoir de la cuisine. Était-ce son argent? Il a fermé le robinet. Diane, c'était plus compliqué que ça. Non, en fait ça devient de plus en plus simple. Il m'a regardé alors. Elle voulait t'aider. Tu m'as dit que tu avais pris 24 000 $ de notre épargne. J'ai déplacé de l'argent. D'où? Il n'a pas répondu. Je pouvais sentir mon pouls dans mon cou. D'où, Tom? Il s'est appuyé contre le comptoir. Ta mère m'a donné de l'argent parce qu'elle savait que ses soins devenaient chers. Elle t'a donné 24 000 $. Oui. Et puis tu m'as dit que ça venait de nous. J'essayais de t'éviter de te sentir plus mal. Je l'ai dévisagé. C'était une phrase si bien tournée, presque gentille. Si je n'avais pas eu les papiers en main, je l'aurais peut-être cru. Tu m'as laissé te remercier. Tom avait l'air irrité maintenant. Pourquoi tu fais de ça une question de gratitude? Parce que je t'ai remercié d'avoir dépensé de l'argent que tu n'as jamais dépensé. Cet argent a servi à des dépenses, n'est-ce pas? Il a cessé de parler.
C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais voir les registres moi-même. Pendant la majeure partie de notre mariage, Tom s'occupait des plus gros papiers financiers. Non pas que j'en sois incapable. Je travaillais dans une bibliothèque, équilibrais les budgets des départements, payais les factures, remplissais les déclarations d'impôts avant de l'épouser. Mais le mariage a une façon de répartir les choses sans que personne ne le décide formellement. Je m'occupais des courses, des appels à l'assurance, des cadeaux d'anniversaire, des rendez-vous chez le médecin, de la planification des vacances. Tom s'occupait des investissements, des relevés de retraite, des impôts, de l'hypothèque. Ça a fonctionné jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Le lendemain matin, j'ai sorti 2 boîtes d'archives du placard du couloir. Vieux relevés, dossiers fiscaux, reçus que j'avais failli jeter une douzaine de fois. Je me suis assise à la table de la salle à manger avec des lunettes de lecture perchées bas sur mon nez et un coussin chauffant enroulé autour de mon genou droit. Après 45 minutes, j'avais mal au dos. Après 1 heure, mes yeux ont commencé à brûler. À 61 ans, le travail de détective était moins glamour que ce que les gens en font à la télévision. Principalement, cela impliquait de l'ibuprofène et d'essayer de se souvenir des mots de passe. J'ai finalement trouvé la date, le 14 septembre, 2 ans plus tôt. Tom m'avait dit qu'il avait transféré 24 000 $ de notre épargne, mais notre compte d'épargne n'a jamais baissé de 24 000. Pas cette semaine-là, pas ce mois-là. Puis j'ai trouvé le dépôt, 24 000 $ de Ruth Collins, ma mère. Je suis resté là à regarder le relevé jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. L'argent ne venait pas de nous. Il venait d'elle. Et ce n'était même pas la partie qui faisait le plus mal. Je me suis souvenu des mois qui ont suivi. Tom soupirait quand je lui disais que je devais emmener maman en cardiologie. Il disait, nous en avons déjà tellement fait ou cela commence à affecter notre retraite. Une fois, après que j'ai annulé un dîner avec des amis parce que maman était tombée dans sa salle de bain, il a dit, à un moment donné, Diane, nous ne pouvons pas continuer à réorganiser toute notre vie autour d'elle. Et j'avais été d'accord avec lui. Pas entièrement, mais assez. J'ai commencé à raccourcir mes visites. J'ai arrêté d'acheter des petites choses en plus chez Kroger parce que je pensais que nous avions déjà trop dépensé. Une fois, maman a demandé si je pouvais engager quelqu'un pour venir un après-midi supplémentaire chaque semaine. J'ai hésité juste 1 seconde. Elle l'a remarqué. Oh, laisse tomber, a-t-elle dit. Je vous coûte déjà trop cher, les enfants. Les enfants? J'avais 60 ans. Elle en avait 84. Et elle nous appelait encore les enfants. Je me souviens lui avoir dit, non, maman. Ce n'est rien. Mais ma voix a dû sonner faux car elle n'a plus jamais demandé. Assise à cette table, j'ai réalisé qu'elle avait payé. Elle avait payé et se sentait encore coupable. J'ai fermé les yeux. C'est à ce moment-là que le mariage a cessé d'avoir de l'importance pour moi. Le smoking, la réception, les 36 appels, tout cela semblait soudainement insignifiant comparé à ça. Mon mari avait pris l'argent de ma mère et nous avait ensuite permis à tous les deux de croire qu'elle épuisait le nôtre. Mon téléphone a sonné vers midi. Vanessa. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai répondu. Elle ne s'est pas embarrassée d'un bonjour. As-tu fini de punir tout le monde? Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Que veux-tu, Vanessa? Je veux que tu arrêtes d'agir comme si tu étais la seule personne à avoir perdu quelque chose. J'ai failli rire. Que as-tu perdu exactement? Mon mariage est devenu un désastre parce que tu as retiré de l'argent qui était déjà promis. C'était mon argent. Non, ce n'était pas le cas. Je me suis tu. Vanessa a continué. Tom a dit que Ruth voulait que la famille en ait une partie de toute façon. Il y a des moments où votre corps comprend quelque chose avant votre esprit. Je me suis redressé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Silence. Puis rien. Non. Répète-le. J'ai dit que Tom m'a dit que ta mère voulait t'aider pour votre mariage. Enfin, éventuellement oui. Éventuellement. La voix de Vanessa a changé. Moins en colère maintenant, plus prudente. Il a dit qu'il y aurait de l'argent de Ruth. Il a dit que ça ne te dérangerait pas. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Ma mère ne t'a jamais rien promis. Je sais seulement ce que Tom m'a dit. Et tu n'as jamais pensé à me demander,
a-t-elle répliqué. Pourquoi l'aurais-je fait? C'est ton mari. Exactement. C'était ça le problème. 2 jours plus tard, Greg m'a appelé. Je le connaissais à peine en dehors des vacances et de la planification du mariage. Il avait l'air embarrassé. Diane, je dois te demander quelque chose, et je préférerais que tu ne dises pas à Vanessa que j'ai appelé. J'ai failli dire non. Au lieu de ça, j'ai dit, vas-y. Est-ce que Ruth avait vraiment l'intention d'aider à payer pour le mariage? Non. Il est resté silencieux. J'ai mis 22 000 de mon propre argent dans cette réception parce que Vanessa m'a dit que sa famille couvrait le reste. Je me suis frotté le front. Elle t'a dit ça? Oui. Et Tom? Il l'a soutenu. J'ai regardé les papiers étalés sur ma table. Ma mère n'a jamais promis $1 pour ce mariage. Greg a laissé échapper un souffle. Puis il a dit, je pense que ton mari et ma femme m'ont donné 2 versions très différentes du même compte en banque. Malgré tout, j'ai ri une seule fois. C'était ça ou pleurer. Cette nuit-là, j'ai enlevé mon alliance et je l'ai laissée à côté de l'évier. Le lendemain matin, je l'ai remise. 32 ans ne quittent pas votre main facilement. Ce soir-là, Tom et moi nous sommes disputés à nouveau. Il a finalement crié. J'ai vu mon père passer 2 ans à aller d'un établissement à l'autre. J'ai vu ça tout dévorer. Je ne referai pas ça. Pour la première fois, j'ai compris ce qui se cachait sous toutes ces plaintes. La peur. Une peur réelle. J'avais vu ce que le déclin de son père lui avait fait. Je me suis adouci pendant une demi-seconde. Puis j'ai demandé, alors, tu as décidé que ma mère était le problème. Tom avait l'air épuisé. J'ai décidé que nous méritions une vie, nous aussi. J'ai hoché la tête lentement. Sa peur était humaine. Ce qu'il en avait fait ne l'était pas. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate spécialisée en divorce. Quand elle a répondu, j'ai dit les mots qui me faisaient plus peur que tout ce que Tom avait dit. J'ai 61 ans. Je suis marié depuis 32 ans. J'ai besoin de savoir ce qui se passe si je pars. L'avocate spécialisée en divorce ne m'a pas dit ce que je voulais entendre. C'est probablement pour ça que je lui ai fait confiance. Son bureau était en centre-ville, au 8e étage d'un immeuble où les ascenseurs sentaient légèrement le nettoyant pour tapis et le café. J'étais entré en m'attendant à moitié à une réponse claire. Oui, partez. Non, restez. Au lieu de cela, elle a ouvert un bloc-notes et a commencé à poser des questions pratiques. Comment la maison était-elle titrée? Qu'est-ce que Tom avait en compte de retraite? Quel était mon revenu? Quelle dette était commune? Avais-je une assurance maladie par le travail? Avais-je déplacé de l'argent? Tom l'avait-il fait? Au bout de 20 minutes, je me sentais moins comme une épouse lésée et plus comme une femme à qui on présentait une feuille de calcul coûteuse. Elle a examiné les copies des billets à ordre de maman. Ceci compte, a-t-elle dit. Mais ne supposez pas que cela signifie que tout sera remis proprement à sa place. Je ne le supposais pas. C'était un mensonge. Une partie de moi l'avait absolument supposé. Elle a continué, ne videz pas les comptes joints. Ne cachez pas d'actifs. Ne l'empêchez pas d'entrer dans la maison à moins qu'il y ait un problème de sécurité. Documentez tout. Protégez ce qui est individuellement à vous. Puis laissez le processus suivre son cours. Combien de temps prend ce processus? Elle m'a jeté un regard que je n'ai pas apprécié. Plus longtemps que vous ne le souhaitez. Cette réponse m'a suivi jusqu'à la maison. Tout comme la question suivante. Où étais-je censé aller exactement? Quelques jours plus tard, j'ai visité un appartement de 2 chambres à Massonne. Ce n'était pas luxueux. Moquette beige, armoire de cuisine blanche, petit balcon donnant sur un parking et 3 poiriers de Bradford, mais il y avait un ascenseur et une douche à l'italienne avec un banc intégré. À 61 ans, ces détails étaient soudainement devenus plus excitants que des comptoirs en granit. L'agente de location était une femme joyeuse nommée Kelsey, qui ne devait pas avoir plus de 27 ans. Elle m'a montré la salle de sport. J'ai regardé le tapis roulant et j'ai dit, mon genou et moi sommes actuellement en négociation. Elle a ri poliment. Puis elle a imprimé les coûts mensuels, loyer, charges, parking, assurance. Je l'ai remerciée,
je suis retourné à ma cammerie et je suis resté assise là avec le papier sur mes genoux. Puis j'ai ouvert la calculatrice sur mon téléphone. J'ai fait les calculs 2 fois. La deuxième fois n'était pas meilleure. J'avais encore des années avant Medicare. Le remplacement de mon genou avait déjà été reporté une fois. Si je quittais Tom, la retraite ne ressemblerait plus à la version que j'avais planifiée pendant 20 ans. J'avais toujours imaginé que nous prendrions un logement plus petit ensemble, peut-être que nous voyagerions un peu. Tom voulait voir Yellowstone. Je voulais le Maine en automne. Soudain, je calculais si je pouvais me permettre un appartement d'une chambre et de la kinésithérapie la même année. Je suis resté assis si longtemps que la femme garée à côté de moi a chargé ses courses dans son VUS, a ramené son caddie et est partie avant que je ne démarre enfin le moteur. Pour la première fois, j'ai pensé quelque chose que j'avais honte d'admettre. Peut-être que rester serait plus facile. Pas mieux, juste plus facile. Et à mon âge, plus facile pouvait ressembler dangereusement à raisonnable. Tom a dû le sentir parce qu'il a changé. Plus de voix élevée. Plus de plaintes à propos de Vanessa. Le lendemain matin, il a fait du café avant que je ne descende. Ma tasse était posée à côté de la machine avec exactement un sachet d'édulcorant dedans, comme je l'aimais. 2 jours plus tard, des fleurs sont arrivées. Pas des roses, des tulipes. Il savait que je préférais les tulipes. Cela a presque aggravé les choses. Il a cuisiné du saumon le jeudi soir et a dit « Je suis désolé pour ce que j'ai dit le matin des funérailles. » J'ai attendu. Il a ajouté « J'étais sous une pression énorme. » Voilà. Pas « J'ai été cruel. » Pas « Tu méritais mieux. » La pression, comme un embouteillage, l'avait poussé à le faire. Pourtant, je voulais le croire. C'est la partie que je pense que les gens sous-estiment dans les longs mariages. On n'arrête pas d'aimer quelqu'un au moment exact où il vous déçoit. Parfois, l'amour reste longtemps après que la confiance a commencé à faire ses valises. Ce soir-là, nous avons regardé un vieil épisode de Blue Blood ensemble. Nous le regardions depuis des années. Tom s'est plaint d'un point de l'intrigue. Je lui ai dit qu'il se plaignait de chaque point de l'intrigue. Il a souri. Pendant environ 40 minutes, nous nous sommes sentis presque normaux. Puis, pendant une publicité, il a demandé nonchalamment « Tu n'as pas vraiment engagé d'avocat, n'est-ce pas ?» Je l'ai regardé. Il a gardé les yeux sur la télévision. Cela m'a dit exactement où menait le café, les tulipes et le saumon. J'ai dit que j'en avais parlé à un. Son visage s'est crispé. « Diane, quoi? Tu vas vraiment faire exploser notre vie ?» Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai ouvert un compte courant à mon propre nom pour mes revenus actuels. J'ai changé les mots de passe des comptes personnels. J'ai supprimé l'accès de Tom à ma carte de crédit individuelle. J'ai copié les déclarations de revenus, les relevés de retraite et les documents de prêt. J'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis. Rien de tout cela ne semblait triomphal. Chaque petite étape me donnait un peu la nausée. J'ai aussi appelé mon cabinet d'orthopédie et j'ai recommencé la kinésithérapie. Celle-là était différente. Pas une vengeance, juste quelque chose que j'avais retardé trop longtemps. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné alors que je pliais des serviettes. Evan, le fils de Tom. J'avais aidé à l'élever depuis l'âge de 11 ans. Il n'était pas venu aux funérailles de maman. Je m'étais dit de ne pas être blessé. Ça n'avait pas marché. « Salut », ai-je dit. Il semblait hésitant. « Diane, tu es en colère contre moi. » Je me suis assise sur le bord du lit. « Pourquoi demandes-tu ça ? » « Parce que tu as à peine répondu à mes textos. » J'ai dégluti. « J'ai été blessé que tu ne sois pas venu aux funérailles de grand-mère Ruth. » Il y a eu une longue pause. « Quoi ? Tu m'as entendu. Diane, papa m'a dit que tu ne voulais pas de nous là-bas. » J'ai arrêté de bouger. « Qu'est-ce qu'il a dit ? » Il a dit que tu voulais que ce soit privé. Juste les gens de son église. Il a dit que tu étais dépassé et que tout le monde allant au mariage de Vanessa te faciliterait les choses. Pendant un moment, je ne pouvais plus parler. Il t'a dit que je t'avais demandé de ne pas venir. Oui. Mes yeux se sont remplis avant que je ne puisse les arrêter. La voix d'Evan a changé immédiatement. Si j'avais su, j'aurais été là.
Je l'ai cru. C'est ce qui m'a brisé. Pas le fait d'avoir été presque seul aux funérailles de maman. Le fait que je n'aurais pas dû l'être. Tom avait fait un choix pour moi, puis avait dit aux autres que c'était le mien. Il ne m'avait pas seulement abandonné ce matin-là. Il avait aidé à vider la pièce. J'ai pleuré alors. Vraiment pleuré. Evan est resté au téléphone et n'a pas essayé d'arranger les choses. Une semaine plus tard, Barbara a appelé. Elle a dit que la situation du mariage avait assez duré et a exigé un dîner de famille. Vanessa voulait des excuses. Tom se tenait dans la cuisine et écoutait pendant que je l'avais en haut-parleur. Quand l'appel s'est terminé, il a dit « Viens dîner. Nous réglons ça et peut-être que nous pourrons commencer à nous réparer. » J'ai vu le soulagement traverser son visage quand j'ai dit oui. Il pensait que je cédais enfin. Après qu'il soit monté, j'ai appelé mon avocate. Je vais à ce dîner de famille. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? J'ai regardé le dossier sur mon bureau. Dire la vérité une fois, ai-je dit, avec tout le monde dans la même pièce. Le dîner de famille a eu lieu dans un petit restaurant italien à Montgomery que la mère de Tom aimait parce qu'ils avaient des nappes blanches et des serveurs qu'il appelait encore à madame. Nous étions 6. Tom, Barbara, Vanessa, Greg, Evan et moi. Pas de cousins, pas de public, pas de foule dramatique, juste les personnes qui comptaient vraiment. Tom a tiré la chaise à côté de lui quand je suis entré. Je me suis assise en face de lui à la place. Il l'a remarqué. Barbara aussi. Personne n'en a parlé. Le serveur a versé de l'eau, a apporté du pain et a disparu au moment exact. Barbara a commencé avant que quiconque ne commande. Nous comprenons tous que tu étais en deuil. Je l'ai regardé. Cette phrase m'a immédiatement dérangé. Pas tu as été maltraité. Pas Tom aurait dû y aller avec toi. Juste en deuil, comme si le deuil m'avait rendu déraisonnable. Vanessa a croisé les bras. Tu m'as humilié devant tout le monde. Greg a baissé les yeux sur son menu. Tom s'est penché en avant. Pouvons-nous ne pas commencer comme ça? Barbara lui a jeté un regard. Tu nous as demandé de venir ici pour régler ça. En fait, Barbara nous avait demandé de venir, mais j'ai laissé passer. Tom s'est tourné vers moi. Nous avons tous fait des erreurs. Voilà. Nous. J'ai presque admiré avec quelle facilité il pouvait répartir la responsabilité dans une pièce. Il a continué. Excuse-toi pour que tout le monde puisse aller de l'avant. J'ai posé mes mains sur mes genoux. Pourquoi exactement dois-je m'excuser? Vanessa a laissé échapper un petit rire. Tu ne peux pas être sérieuse. Barbara a dit, pour avoir puni Vanessa pour une histoire d'argent. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, commençons par là. Tom s'est agité sur sa chaise. J'ai ouvert le dossier que j'avais apporté avec moi. Je n'ai pas annulé le mariage de Vanessa. Tu aurais tout aussi bien pu, a dit Vanessa. Non, tu t'es marié. Son visage s'est crispé. J'ai arrêté de payer pour la réception. Tom a dit, c'est la même chose. Je l'ai regardé. En fait, Tom, l'argent semble être la seule différence que tu comprends. Personne n'a parlé. J'ai continué. J'ai accepté de payer 18 740 $ pour la réception. C'était mon cadeau. Puis, le matin des funérailles de ma mère, mon mari m'a dit de ne pas y aller parce que le mariage de sa sœur était plus important. Tom a ouvert la bouche. J'ai levé une main. Non, tu as eu amplement le temps de t'expliquer. Vanessa a dit, tu avais promis cet argent. Je me suis tourné vers elle. Et mon mari a promis d'être à mes côtés. Ça a fait taire la pièce pendant quelques secondes. Même Barbara a détourné le regard. J'ai sorti les copies des billets à ordre de maman et je les ai posés sur la table. Il y a autre chose. Le visage de Tom a changé avant que quiconque ne sache même ce qu'il regardait. Barbara l'a remarqué. Qu'est-ce que c'est? 4 prêts. J'ai regardé directement Tom. Ma mère lui a prêté 68 400 $. Vanessa a cligné des yeux. Greg a arrêté de tenir son menu. Barbara a dit, Tom. Tom s'est penché en arrière. C'était des arrangements privés.
J'ai dit, ils ont cessé d'être privés quand tu as dit à ma mère que j'étais au courant. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors explique. Il s'est frotté la mâchoire. Elle voulait t'aider. Avec quoi, ai-je demandé. Les dépenses familiales. J'ai presque souri. C'est une belle expression. La voix de Tom s'est durcie. Diane, non. Soyons précis. J'ai sorti un relevé bancaire. Il y a 2 ans, tu m'as dit que tu avais pris 24 000 $ de notre épargne pour aider avec les soins de maman. Evan a regardé Tom. Vanessa aussi. J'ai continué. Je t'ai remercié. Je me suis senti coupable pendant des mois parce que je pensais que ma mère nous coûtait notre retraite. Tom a dit, cet argent a bien servi à des dépenses. J'ai tapoté le relevé. Les 24 000 venaient de ma mère. Barbara a froncé les sourcils. Quoi? Elle les lui a donnés. Tom a commencé à parler plus vite. Ça a transité par différents comptes. Tu fais passer ça pour. Notre épargne a-t-elle perdu 24 000 $? Il s'est arrêté. J'ai attendu. Non. Ma mère t'a-t-elle fait un chèque de 24 000? Une autre pause. Oui. Alors dis à tout le monde à cette table qui soutenait qui. Personne n'a touché le pain. Greg a finalement parlé. Tom, est-ce que Ruth a promis de l'argent pour notre mariage? Tom l'a regardé. Elle a clairement dit qu'elle voulait aider la famille. Greg a sorti son téléphone. Je t'ai posé une question. Tom n'a pas répondu. Greg a déverrouillé l'écran et a fait défiler. Puis il a tourné le téléphone vers le centre de la table. J'ai encore ça. Vanessa s'est penchée. Barbara aussi. Je n'en avais pas besoin. Greg l'a lu à voix haute. Ne t'inquiète pas. Il y aura de l'argent de Ruth. Mon estomac s'est noué. Greg m'a regardé. Quand est-elle décédée? J'ai répondu doucement. Le 18 mai. Il a regardé à nouveau son téléphone. Ceci a été envoyé le 27 avril, 3 semaines avant la mort de maman. La pièce est devenue très silencieuse. Ce message a fait quelque chose que les relevés bancaires n'avaient pas fait. Il a rendu toute l'affaire claire. Ma mère était vivante, très malade, et Tom comptait déjà l'argent qu'il s'attendait à voir disponible quand elle serait partie. Barbara a murmuré, Tom. C'était la première fois que j'entendais de la déception dans sa voix quand elle prononçait son nom. Vanessa s'est retournée contre lui. Tu m'as dit que Ruth voulait t'aider. C'est vrai. Tu m'as dit de ne pas déranger Diane avec ça parce que tu t'en occuperais. J'essayais d'éviter que tout le monde se dispute. Greg l'a regardé. Et tu as trouvé ça normal, a répliqué Vanessa. Ne commence pas avec moi. Je me suis rassise. Pour une fois, je ne suis pas intervenu. Je n'ai calmé personne. Je n'ai pas sauvé la conversation. Tom a soudainement dit, cette famille a complètement perdu le sens des réalités. Nous parlons d'argent. Evan a parlé pour la première fois. Non, papa. Tom l'a regardé. La voix d'Evan était calme. Ça a cessé de concerner l'argent quand tu m'as menti à propos des funérailles de sa mère. Barbara a froncé les sourcils. Quel mensonge? Evan m'a regardé, puis de nouveau Tom. Il m'a dit que Diane voulait des funérailles privées. Il a dit qu'elle ne voulait pas de nous là-bas. Vanessa a dévisagé son frère. Tu as dit ça? Tom avait l'air acculé maintenant. Elle était dépassée. J'ai dit, tu ne m'as pas demandé. J'essayais de simplifier les choses. Evan a secoué la tête. Tu l'as fait enterrer sa mère sans sa famille parce que ça rendait le mariage plus facile. Tom a baissé les yeux. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'en avais fini. Pas en colère. Fini. J'ai fermé le dossier. Les prêts de maman seront traités par la succession et les avocats. Mon avocate a les dossiers. Tom et moi nous séparons. Le visage de Barbara s'est durci. Tu déchires cette famille. Je l'ai regardée. Non, je ne fais que ne plus la maintenir ensemble. Plus. Vanessa avait l'air abasourdie. Tom avait l'air effrayé. Je me suis levé.
Et une dernière chose. J'ai fini de payer pour les urgences que je n'ai pas créées. J'ai fini d'organiser les vacances pour des gens qui me traitent comme du personnel. J'ai fini d'être la personne que tout le monde appelle parce qu'ils savent que je vais arranger les choses. Tom m'a suivi dehors. La porte du restaurant s'est refermée derrière nous. Sa voix était plus basse maintenant. Tu vas vraiment jeter 32 ans par la fenêtre pour ça. Je l'ai regardé. Non, j'admets enfin ce que ces 32 ans sont devenus. Il a dégluti. Puis il a posé la question la plus typique de Tom imaginable. Où suis-je censé aller? Même là, il voulait que je résolve le prochain problème. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Tu trouveras bien une solution. Puis je me suis assise derrière le volant, les mains tremblant si fort que j'ai dû attendre plusieurs minutes avant de pouvoir conduire. Poser une limite semblait puissant. Ça faisait aussi un mal de chien. Le divorce a duré 9 mois. Ça m'a surprise. Non pas parce que mon avocate ne m'avait pas prévenu, mais parce que quand on prend enfin une décision après des années à en éviter une partie de vous s'attend à ce que le reste de la vie avance aussi vite. Ce n'est pas le cas. Il y avait des formulaires, des relevés, des réunions, des questions sur des comptes de retraite auxquels j'avais à peine pensé depuis des années. Il y avait aussi des jours où Tom et moi devions encore parler de choses complètement ordinaires. Le chauffage, une facture de taxe foncière. Qui gardait le bon plat à rôtir? C'était l'une des parties les plus étranges. On peut mettre fin à un mariage de 32 ans et se disputer encore pour savoir si une échelle de 12 ans appartient aux deux. Les billets à ordre de maman ont aidé. Les prêts étaient documentés, signés et impossible pour Tom à rejeter comme un vague arrangement familial. Mais je n'ai pas récupéré chaque dollar comme je l'imaginais en entrant pour la première fois dans le bureau d'un avocat. Les frais de justice ont grignoté les choses. Des compromis ont eu lieu. Une partie de l'argent avait déjà été dépensée de manière difficile à défaire. Finalement, les prêts sont devenus une partie du règlement financier plus large. Je suis parti avec moins que ce que je pensais juste, mais assez. Assez pour me sentir en sécurité. Ce mot signifiait plus pour moi à ce moment-là que de gagner. Tom est resté dans la maison pendant qu'elle était préparée pour la vente. J'ai loué l'appartement Amazon, le même devant lequel j'étais assise des mois plus tôt avec une calculatrice à la main, convaincu que je ne pouvais pas faire fonctionner les chiffres. Je les ai fait fonctionner. J'ai ajusté mon plan de retraite. J'ai pris quelques heures supplémentaires à la bibliothèque. J'ai arrêté de payer pour des choses que j'avais passé des années à appeler des dépenses familiales alors qu'elles étaient en réalité la mauvaise planification de quelqu'un d'autre. L'appartement était plus petit que notre maison, beaucoup plus petit. Les premières semaines, je détestais le silence. Je me réveillais vers 6 heures et m'attendais à entendre Tom ouvrir les placards de la cuisine. Il faisait toujours trop de bruit le matin. La cuillère à café contre la boîte, la tasse contre le comptoir. Il avait une habitude ridicule de plier les torchons en trois comme s'ils étaient exposés dans un grand magasin. J'avais l'habitude de le taquiner à ce sujet. Un matin, environ 6 semaines après mon déménagement, je me suis retrouvé dans ma petite cuisine à plier un torchon exactement comme il le faisait. J'ai commencé à pleurer. Cette partie du départ n'est pas très évoquée. On peut savoir que quelqu'un vous a maltraité et qu'il vous manque quand même. On peut regretter une personne et ne pas la vouloir de retour. Les deux peuvent être vrais. Tom m'a envoyé une lettre manuscrite environ 4 mois après la séparation. J'ai reconnu son écriture avant de l'ouvrir. Pendant 2 jours, je l'ai laissé sur le comptoir. Puis la curiosité l'a emporté. Ce n'était pas de grandes excuses, pas de supplications, pas de promesses qu'il était devenu un homme différent. Il a écrit sur son père, sur l'accident vasculaire cérébral, sur le fait d'avoir passé près de 2 ans à faire la navette entre les hôpitaux, les centres de réadaptation et une maison de retraite. Il a admis que lorsque maman a commencé à faiblir, quelque chose en lui a paniqué. Il a écrit « Je n'arrêtais pas de penser que la retraite allait disparaître avant que nous ayons pu la vivre. » J'ai compris cela plus qu'il ne l'imaginait probablement. Puis il a écrit « Je n'arrêtais pas de me dire que je protégeais notre avenir. » Cette phrase m'a fait réfléchir parce que j'ai enfin compris comment il avait vécu avec lui-même. Il avait changé le nom de ce qu'il faisait. Le ressentiment est devenu du pragmatisme. Le secret est devenu de la protection. Prendre l'argent de maman est devenu aider la famille. Et la cruauté le matin de ses funérailles est devenue de la pression.
J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai rangée. Comprendre pourquoi quelqu'un vous fait du mal ne vous oblige pas à lui donner une autre occasion de le faire. Vanessa et Greg sont restés mariés, à peine d'après ce que j'ai entendu. Ils ont annulé la lune de miel qu'ils avaient prévue à Aruba parce que Greg refusait de dépenser $1 de plus jusqu'à ce qu'ils règlent leurs finances. Vanessa a vendu quelques bijoux de mariage et quelques objets de valeur dont il n'avait plus besoin. Je n'ai pas demandé de détails. C'était une autre habitude que je devais rompre. Toutes les crises impliquant les Mercé n'avaient pas besoin de mon attention. Environ 6 mois après les funérailles, Vanessa m'a envoyé un texto. J'aurais dû venir. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. J'ai regardé le message pendant plusieurs minutes avant de répondre. Oui, tu aurais dû. C'était tout. Elle n'a jamais répondu. Barbara ne s'est jamais excusée. Pas vraiment. Selon un cousin, elle a dit aux gens que j'avais brisé la famille pour de l'argent. Des années plus tôt, j'aurais appelé tout le monde. J'aurais expliqué les prêts, les funérailles, les mensonges. J'aurais essayé de m'assurer que personne ne me comprenne mal. Je ne l'ai pas fait. Corriger chaque personne déterminée à croire la pire version de vous est épuisant. J'avais fait assez de travail non rémunéré pour cette famille. Evan est resté dans ma vie. Il n'a pas cessé de parler à son père et je ne lui ai jamais demandé de le faire. Ce n'était pas ce que je voulais. Mais il a arrêté de prétendre que le comportement de Tom était normal. Cela comptait. Après mon remplacement du genou, Evan est venu à l'appartement avec 2 sacs de courses et un récipient de soupe de nouilles au poulet. Il l'a posé sur le comptoir et a dit, juste pour que ce soit clair, je l'ai acheté. Je ne l'ai pas faite. J'y ai goûté. Tu as fait le bon choix. Une semaine plus tard, Marlène est arrivée avec sa propre soupe. Elle l'a posée à côté de moi et a dit, je suis moins cher qu'un mari, et je me plains moins. J'ai ri si fort que mon genou m'a fait mal. Au printemps suivant, je marchais sans canne. Je suis retourné à la bibliothèque 3 matins par semaine. J'aimais la routine. L'odeur des vieux livres. Les mêmes retraités qui attendaient le journal avant que nous n'ouvrions les portes. Les mères qui amenaient leurs tout-petits à l'heure du compte. Des choses ordinaires. Des choses dont personne n'avait besoin d'être sauvé. Au premier anniversaire de la mort de maman, je suis retourné au cimetière de Spring Grove. J'ai apporté des marguerites jaunes. Je me suis assise à côté de sa tombe pendant un moment et j'ai écouté le vent bouger dans les arbres. Puis j'ai dit, je comprends maintenant, maman. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai pensé qu'être nécessaire signifiait être aimé. Les gens m'appelaient parce que j'étais fiable. J'organisais les choses. Je payais. Je pardonnais. Je réparais. Finalement, j'ai arrêté de me demander si quelqu'un ferait la même chose pour moi. Le jour où j'ai enterré ma mère, j'ai cru avoir perdu la dernière personne qui avait toujours été de mon côté. Je n'ai pas réalisé qu'elle m'avait laissé un dernier cadeau, la vérité. Et aussi douloureuse qu'elle ait été, cette vérité m'a appris quelque chose que j'aurais dû apprendre des années plus tôt. Être nécessaire n'est pas la même chose qu'être apprécié. Et parfois, surtout plus tard dans la vie, s'aimer soi-même signifie enfin poser ce que tout le monde attend de vous que vous portiez. Si vous avez déjà eu à poser une limite plus tard dans la vie, vous savez que ça peut faire mal, même quand c'est la bonne chose à faire. Si cette histoire a ravivé quelque chose que vous avez vécu, vous êtes invité à le partager.